Le but de cette expérience était d'essayer de régénérer un sol complètement mort à partir d'un couvert végétal, sans intrants en biomasse, et de voir la biomasse qu'on arrive à générer tout simplement à partir de semences, et d'évaluer le potentiel de la perturbation en syntropie. Donc pour le contexte, on est sur un type de sol relativement argileux de base dans la région. Et là, dans ce cas particulier, pendant une dizaine d'années, il y a eu une piscine hors sol sur ces dalles en plastique. Et donc le sol a été tassé à l'humidité pendant 10 ans. La structure a complètement été détruite. Quand j'ai planté la pelle et sorti de la terre, je pouvais faire de la poterie avec le sol. Et j'ai labouré toute la surface qui fait environ 20-25 mètres carrés. Et j'ai croisé un seul ver de terre, qui était en plus très en surface. Donc j'ai labouré à la houe sur une vingtaine de centimètres de profond pour faire un semis un peu comme il faut parce que c'était vraiment du béton. Idéalement, ben, on essaie de pas labourer des sols de prairie ou comme ça, il n'y a pas besoin de labourer parce qu'il y a déjà une structure naturelle. Mais ici, sur un sol complètement détruit, on était obligé. Et donc j'ai fait les sillons à la houe, j'ai semé en masse. Le couvert était composé de tournesol, radis oléifères, radis daikon, moutarde jaune, pois fourragers, févrole, mélilo, sarrasin, fenugrec, trèfle d'Alexandrie, trèfle incarnat, mélange de fleurs mellifères, niger, chanvre et maïs. Le tout n'a jamais été arrosé, c'est resté en sol nu à l'air comme ça. Il n'y a aucune biomasse qui a été importée et un des avantages du sol qui était complètement mort, c'est qu'il n'y a pas eu de limaces, sauf un peu dans les bords, là où elles pouvaient se cacher. Et du coup, c'est grâce à ça que la plupart des tournesols et des radis ont réussi à venir. Ici, on voit la différence de croissance entre la moutarde du couvert dans le sol mort et la moutarde qui a été semée au même moment dans la zone potagère de sol fertile juste à côté. C'est assez flagrant. Ensuite, du coup, pour voir si la perturbation en syntropie, donc pour ceux qui connaissent pas trop la syntropie, je vous encourage à aller voir Pépinière Joala sur YouTube. Et le principe, c'est qu'en fait, en plantant et semant très dense, une surdensité, et en coupant, en perturbant les plantes régulièrement, on favorise la croissance des plantes qui restent. Et donc là, sur la partie de gauche, j'ai rien touché. J'ai juste laissé pousser. Et sur la partie de droite, j'ai taillé régulièrement, à chaque fois avant une pluie. Et à partir du stade dicotylédon, j'ai taillé à chaque fois que les plantes étaient trop proches les unes des autres, en taillant ben, à chaque fois les plantes qui se concurrençaient directement. Et j'ai fait plusieurs tailles à intervalles plus ou moins réguliers de 2 semaines environ, jusqu'au 11 juillet. Et le 11 juillet, à partir du 11 juillet, j'ai plus touché. Et le 11 juillet, la dernière perturbation que j'ai faite, j'ai enlevé plus ou moins le gros du couvert, sauf en gros les tournesols et quelques fleurs. Et donc, d'après la théorie, je m'attendais à ce que la taille autour des tournesols favorise la croissance des tournesols. Donc, on voit que sur la zone de droite, il y a un léger paillage qui s'est généré petit à petit par les plantes que je taillais régulièrement. Il est très léger. Par contre, on voit que ben, pour le moment, bon, on est le 21 août, mais on voit que l'état du sol, autant à gauche qu'à droite, il est toujours pas, il a pas changé quoi. Alors je referai une vidéo à l'automne où je faucherai le couvert, on regardera la biomasse qu'on a réussi à générer à gauche à droite et je mettrai un coup de bêche dans le sol pour voir l'état des racines, l'état de la structure du sol et s'il y a de nouveau des vers de terre. Mais pour le moment, au 21 août, on voit que les résultats sont assez mitigés, enfin dans le sens pas hyper concluant. Alors le couvert, il a poussé un peu de la manière dont je m'attendais, c'est-à-dire il a clairement pas exprimé son potentiel, son plein potentiel, parce que le sol était très très médiocre. Mais il a fait son job de couverture de sol, de captation de l'énergie solaire pendant l'été et d'infiltration d'eau. Et donc on verra l'état du sol à l'automne. On voit que les tournesols sur la zone de droite ont légèrement plus poussé, sont légèrement plus grands et plus gros, mais c'est difficile à savoir s'il y a réellement un effet grâce à la perturbation comme en syntropie, ou si c'est juste que depuis le 11 juillet, il y a plus vraiment de compétition avec d'autres plantes, et que du coup, ils prennent un peu plus de place. Les plantes sont surtout plus grandes dans les bords, parce qu'elles ont accès en fait à la terre fertile alentour, et on voit qu'elles poussent mieux, elles préfèrent, en fait les plantes poussent mieux si elles sont en compétition avec du gazon, que si elles sont au milieu de cette zone complètement tassée. Dans le fond, les quelques plantes qui sont un peu plus grandes, ça c'est dû au fait que le voisin a ressemé du gazon et il arrosait avec un asperceur. Et j'ai reçu quelques éclaboussures assez régulièrement pendant le printemps. Donc là, le fond a été beaucoup plus humide, beaucoup plus souvent que le reste. Et c'est ce qui explique la plus grande croissance des tournesols et maïs qu'on voit dans le fond. Donc les résultats, ça veut pas dire que la syntropie c'est de la merde et que ça fonctionne pas, on est d'accord. Si j'avais voulu maximiser la régénération du sol à court terme, j'aurais fait un intrant de compost. J'aurais quand même semé un couvert comme ça. Et
et j'aurais irrigué. Et je pense que en faisant compost plus irrigation, j'aurais obtenu un couvert potentiellement 2 fois plus gros. Mais là, je voulais vraiment tester les limites, voir qu'est-ce qu'on arrive à faire à partir de rien, en gros. Et probablement aussi que je manque d'expérience et de recul sur la pratique de la syntropie et qu'il y a une manière de perturber un peu plus optimale que ce que moi j'ai fait. Mais comme je disais, j'ai vraiment fait attention à perturber chaque fois avant des pluies, comme c'est préconisé. Et malgré ça, franchement, les résultats, ben, ils sont pas au rendez-vous, quoi. Et donc, comme conclusion, j'apporterai qu'il n'y a pas vraiment de miracle pour régénérer un sol mort, à mes yeux. Contrairement au message qu'on veut parfois nous faire passer dans certaines vidéos qui promeuvent des pratiques régénératrices, magiques, etc. Faut rester critique et faut pas tout jeter forcément. Il y a toujours quelque chose de bien à prendre. Mais pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y ait une manière de régénérer un sol autre que avec un intrant massif ou beaucoup de temps. Je tiendrai à souligner que c'est important que pour qu'on puisse tous progresser, et c'est un peu l'objectif, c'est qu'on puisse tous devenir le plus résilient possible, quel que soit l'environnement dans lequel on va évoluer, quel que soit le terrain qu'on va cultiver, de savoir ben, qu'est-ce que je peux espérer obtenir à partir de quel sol, et comment potentiellement régénérer un sol qui est foutu. Pour ça, c'est important qu'on soit tous transparents et honnêtes. Et j'attendrai idéalement que les gens qui présentent des méthodes miraculeuses et qui prétendent être partis d'un sol mort montrent l'état de leur sol par des photos ou par une vidéo explicative pour définir pour eux c'est quoi un sol mort. Parce qu'on voit dans ce cas précis, 10 ans sous une piscine, c'est vraiment un sol mort. Alors j'ai pas fait une étude de l'état des bactéries, mais au niveau microfaune, il n'y a pas grand-chose. Et on voit le résultat, quoi. Rendez-vous en automne pour une vidéo sur l'état du sol et je vous laisse à la prochaine.